Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera politique, sécurité et défense, l'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs, commenté, analysé, développé par la rédaction et nos invités. Et justement, pour décrypter l'actualité, je reçois pour vous, chez vous, ce soir, M. Aristide Nkenda, il est éditorialiste, et M. Bamba Idriss, journaliste, secrétaire général de Soir Info. Nous devions également recevoir M. Yacouba Gbane, qui a eu un empêchement de dernière minute. Lui, il est le directeur de publication du groupe Cyclone. Chers confrères, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, je vous propose de parler politique. La phase de discussion entre le gouvernement et les partis et groupements politiques ivoiriens qui portent sur le code électoral a débuté jeudi dernier. C'est le chef du gouvernement ivoirien qui a présidé ces échanges à la primature. Amadou Gon Coulibaly a indiqué que ce dialogue a été initié par le président de la République à sa demande dans son message à la nation du 31 décembre 2019. Avant d'en parler, je vous propose de suivre ce reportage de Roger Appé. Deux grands points ont marqué la deuxième phase du dialogue politique, repris ce jour à la primature. Pouvoir, opposition, groupements politiques et société civile étaient tous réunis sur la même table pour discuter du contenu du code et le calendrier électoral des élections présidentielles de 2020. Cette première séance plénière sera consacrée à l'adoption des modes opératoires, les contraintes de calendrier et le contexte institutionnel d'une CEI exerçant pleinement sa mission sont deux éléments qui doivent nous orienter. Nous vous proposons que 4 séances des comités restreints soient envisagées au total, dont 2 avec les représentants des partis et groupements politiques et 2 avec les représentants de la société civile. Pendant plus d'une heure, les acteurs politiques ont discuté des règles qui devraient régir l'organisation des élections présidentielles de 2020. Outre la question du code électoral, les acteurs politiques sont revenus sur la composition de la CEI, Commission électorale indépendante. Sur la question, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan est formel. Il faut une CEI consensuelle qui soit acceptée de tous. À cette réunion, au nom de l'AFD, nous avons tenu à marquer nos réserves, nos objections par rapport à la mise en place des commissions électorales locales. Le RHDP est ultra dominateur avec plus de 96% des présidences des commissions locales. C'est une situation qui ne peut pas concourir à la transparence des élections et qui ne peut pas concourir à faire de cette CEI une CEI véritablement impartiale, équilibrée. Et donc nous avons souhaité que cette question soit examinée. Pour rappel, l'opposition avait dénoncé la composition de la CEI et a souhaité la recomposition de celle-ci afin de favoriser une compétition électorale équitable et transparente. Reste à savoir si cette requête de l'opposition sera prise en compte dans cette deuxième phase du dialogue politique à quelques 9 mois des élections présidentielles. Ces questions seront abordées d'ici la semaine prochaine lors de la deuxième réunion du dialogue politique. Aristide Nkenda, que vous inspire cette reprise du dialogue politique? Doit-on y voir la volonté de l'exécutif ivoirien de tout mettre en œuvre pour créer un environnement favorable à des élections apaisées? Absolument, Ali, et c'est une très bonne chose qu'il y ait cette détente pour donc préparer les prochaines élections, les prochaines échéances électorales en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose dans la mesure où si cette commission électorale indépendante est recomposée, comme on a dit, elle ne sera pas recomposée, elle peut plutôt être, on peut plutôt revisiter, trouver un mécanisme pour faire en sorte que l'opposition ait sa place en ouvrant un tout petit peu. C'est possible puisque si l'opposition a changé de position, a compris que la politique de la chaise vide n'apporte rien, il faut que le gouvernement accède à cette doléance pour qu'il y ait cet équilibre, même si on ne pourra pas ramener le taux d'essai local à 50% pour le législatif et 50% pour l'opposition. Mais c'est une très bonne chose qu'on en arrive là. Ça
baisse la tension parce que les gens avaient commencé à avoir peur avec tout ce qui s'est passé l'année dernière. Donc c'est une très bonne chose, mais attendons de voir. Mais je crois, et je pense, je propose que l'exécutif fléchisse sa position, qu'on ne recompose pas, mais qu'on ouvre un tout petit peu pour permettre donc à l'opposition d'entrer dans cette commission électorale centrale surtout. Bamba Idriss, ce rapprochement entre le pouvoir et l'opposition, qu'est-ce qu'il vous inspire? Alors moi je pense que c'est même salutaire pour la population ivoirienne. Cela permet, comme a dit Aristide, de faire baisser la tension et la psychose aussi. C'est une très bonne chose, mais reste à savoir si cette fois-ci, pour cette deuxième phase de discussion, les acteurs iront au thème des discussions. Parce qu'on a vu la première phase avait commencé et vers la fin, il y en a qui ont claqué la porte. Cette fois-ci, j'ose espérer, comme tous les Ivoiriens, que les choses aillent jusqu'au bout. Est-ce qu'on est en mesure de dire que cette fois-ci, le dialogue est inclusif? Il est inclusif puisque tout le monde participe. Et l'opposition a intérêt à participer. L'opposition est face à un dilemme. Si l'opposition ne vient pas, on dira... On vous a invité, vous n'êtes pas venu. Vous n'êtes pas venu. Et s'ils viennent, ils viennent pour cautionner. Donc, ils ne pourront plus dire que la CEI est impartiale et ainsi de suite. Donc, ils sont face à un dilemme où ils sont obligés d'accepter d'entrer. Le dialogue est inclusif. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Bamba Idrissa disait tout à l'heure, est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? On est obligé d'aller jusqu'au bout parce que, vous savez, les vérités d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui. Le monde a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les choses ne se passent plus comme avant. Et si vous pratiquez la politique de la chaise vide, ce sera à vos dépens. Parce qu'en réalité, souvent, on a l'impression que l'opposition, parce que cette opposition n'a pas un projet, un programme à proposer, quelque chose à vendre aux populations, profite simplement pour donc distraire. Ce n'est pas ce qu'elle dit, cette opposition. Elle estime qu'avant d'aller sur le terrain, proposer son programme justement aux Ivoiriens, ils estiment qu'il faut revoir les règles d'organisation des élections. Pendant que vous revendiquez qu'on revoie les règles, en même temps, il faut former les masses. Pour former les masses, il faut que ceux qui vont vous élire demain sachent ce que vous leur proposez. Mais jusque-là, on n'entend rien. On ne connaît pas, on ne sait pas où ils veulent nous amener, on ne sait pas où ils veulent nous prendre, ils nous amènent où. Il faut que les politiques, les hommes politiques en Afrique comprennent qu'ils ne doivent pas être les seules étoiles à briller au milieu du ciel. Il faut qu'ils aient cette capacité à se réinventer et à changer les sociétés pour en faire des leaders. De sorte que parmi ces leaders, qu'on puisse faire maintenant acte de leadership, qui est une capacité à infléchir le cours des choses et à embarquer les gens dans les énergies. Mais nos politiques en Afrique, on a l'impression qu'ils laissent les populations dans le noir et arrivent toujours comme une étincelle pour briller seule une étoile au milieu du ciel. Non, il faut que les gens nous apprennent à comprendre ce que c'est que la culture politique, qui a une dimension cognitive, une dimension affective, une dimension évaluative. Cognitive parce que vous allez connaître que le champ politique, voici comment il se passe. Affective, vous aimez qui vous voulez, mais une dimension évaluative pour construire un système de valeurs qui fait en sorte que si il y a quelque chose qui est bien, qui est fait, que quelqu'un ne vienne pas dire que le goudron, il est biodégradable, par exemple. Alors qu'on sait très bien que voilà quelqu'un qui travaille. Et que quand on a un système de valeurs bien en place, à partir de ce moment, on peut faire la politique. Mais nos hommes politiques, ils nous jettent toujours la poudre de perlimpinpin aux yeux et ils nous font croire qu'ils sont les seuls à décider de notre destin, quand on va aller dans la rue ou pas. Non, il faut qu'on ait une société où il y a des gens qui soient capables de décider par eux-mêmes, que les gens se réapproprient leur propre regard sur la force du discours dont ils sont eux-mêmes porteurs. Cette société-là, beaucoup d'hommes politiques en Afrique ne la veulent pas. Bamba Idriss, pour vous, quels sont les enjeux de ce dialogue politique? Alors, on a plusieurs enjeux. Moi, je pense qu'avec ce dialogue politique, comme on a dit, c'est d'abord la détente au niveau du pouvoir. Et il y a aussi les élections présidentielles qui arrivent. Je pense que, déjà, Afi l'a dit, il y a beaucoup de revendications, il y a beaucoup de réserves déjà qui sont déjà faites au niveau de l'opposition, notamment la révision du découpage électoral, par exemple, le mode de votation et autres. Je pense que c'est des sujets qui sont sensibles. Et c'est à ce niveau-là que je me pose la question de savoir, est-ce qu'on pourrait arriver au bout? Est-ce qu'on aura le temps de mettre en œuvre toutes ces réformes? Justement, parce que le Premier ministre
a déjà balisé. Il a dit qu'il souhaite que tout cela tienne dans un délai d'1 mois. Je me demande bien si cela est possible, parce qu'il y a 4 sessions. Il y a 2 sessions qui sont réservées aux hommes politiques et les 2 aux partis politiques et aux 2 autres à la société civile. Quel temps pour régler tous ces problèmes? Mais ça, c'est pour s'entendre, Baba dit ça. Ça, c'est pour s'entendre. C'est assez long, hein, les 4 séances, pour s'entendre. Maintenant, en fin d'année, le président de la République, dans son discours, a demandé aux jeunes d'être prêts quand on va ouvrir les audiences foraines. C'est là la clé. Il a même dit aux jeunes, prenez votre destin en main. Pourquoi? Parce que le président de la République est resté cohérent dans sa démarche depuis le début. Il avait déjà dit que nous allons laisser la place aux jeunes. Et c'est pour cela, et peut-être on va en venir tout à l'heure, dans la modification de la Constitution, je pense pour ma part que c'est très important que la phase des audiences foraines, que les jeunes prennent leurs responsabilités en allant se faire enrôler pour avoir des pièces parce qu'ils sont en âge de voter et qu'ils prennent leur destin en main, qu'ils mettent le bulletin dans l'urne et qu'ils décident par eux-mêmes. Pas parce qu'on leur chante des... Bon. Alors, avoir des audiences foraines, ça fait partir justement des observations de l'opposition, notamment du président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, qui remet en cause la question de la carte d'identité, la question des audiences foraines. Mais le président l'a dit dans son discours, qu'il y aura des audiences foraines. Il y aura des audiences foraines. Souvenez-vous à l'époque du président Gbagbo, et Pascal Affi-N'Guessan était le président du FPI, ce sont eux qui avaient boycotté les audiences. Or, tout se joue là-dessus, sur la liste électorale. Si déjà, à la base, vous n'avez pas vos pièces et que vous êtes dehors seulement en train de chanter nous sommes ceci, nous sommes cela, on gagne ou on gagne, alors que vous n'avez pas de pièces pour aller voter, mais le jour du vote, vous n'avez pas voté. Et si vous ne votez pas, ça veut dire que vous ne pesez pas dans la décision des prochaines autorités qu'on va mettre en place. Donc, c'est très important, la phase des audiences foraines. Le discours de Pascal Affi-N'Guessan, c'est le discours d'un homme politique, pour mettre la pression. Alors, il y a également la question de la carte d'identité. Le gouvernement a fixé au prix de 5 000 francs CFA l'attribution pour chaque citoyen l'acquisition d'une carte d'identité. L'opposition estime que la carte d'identité devrait être gratuite. Est-ce qu'on va finir par trouver le juste milieu? Alors, ça me tendrait parce que déjà le processus est engagé. Je pense que les Ivoiriens ont commencé à s'enrouler déjà, n'est-ce pas, sur Internet. Ça va être difficile que le gouvernement fasse marche arrière. Mais je pense que l'opposition est dans son rôle de toujours réclamer pour avoir gain de cause. Mais ça va être difficile, je pense. Vous parliez tout à l'heure du temps, est-ce qu'on a le temps de mettre en œuvre toutes ces réformes? Pascal Affi-N'Guessan est revenu également sur la question du découpage électoral. Est-ce que pour toutes ces choses-là, on a le temps matériel? Ça va être difficile. 1 mois, c'est très peu. Et je pense qu'il y a certaines questions qui ne pourront pas avoir de solution. Ça, c'est clair et net. Il y a une autre question, il y a un point sur lequel reviennent les membres de l'opposition ivoirienne. C'est la question de la représentativité de leurs membres dans les bureaux des CEI locales. Est-ce que cela dépend plutôt de l'exécutif ou d'eux-mêmes? Moi, je pense que ça dépend des partis politiques. Quand on est un grand parti politique, il faut s'organiser de sorte à avoir quand même des représentants partout. Et je pense qu'il ne faut pas compter sur le gouvernement. Mais il demande une certaine prise en charge, si j'ai bien compris. Non, oui. Je pense qu'on ne se comprend pas bien. La présence dans les CEI locales n'a rien à voir avec la présence dans les bureaux de vote. Je crois que ce dont parle lui, il parle de la présence des CEI locales. Des CEI locales, c'est dû au fait que quand on mettait en place la CEI centrale, ils n'ont pas voulu entrer. Ils étaient absents. Ils étaient absents. Maintenant, quand on va recomposer, on va essayer de on va rattraper tout ça. Maintenant, pour le découpage, ce sera difficile. Ce sera difficile si on se met encore à redécouper. Bon, on peut faire des ajustements, mais vraiment reprendre tout à zéro. Mais je crois qu'on va couper la poire en 2, on va s'entendre. Et il ne faut pas seulement être rigide, il faut être flexible. Comme on a commencé par la flexibilité, il faut qu'on continue dans ce sens pour que les Ivoiriens, à qui on a promis l'émergence à l'horizon, je dis bien à l'horizon 2020, puissent donc commencer à sentir cet avènement d'une Côte d'Ivoire nouvelle qui vit en paix, qui progresse, qui grandit. Parce qu'on ne peut pas passer des décennies avec se disputer. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont venus sur la terre pour se plaindre. Alors que quand vous pensez aux choses qui ne marchent pas, ça ne va jamais marcher. À un moment donné, il faut quand même dire que la liberté a besoin d'une qualité de milieu, d'une qualité de vie, et qu'on aille vers ça, au lieu de passer tout le temps à se plaindre, à détester l'autre, et ainsi de suite. Si on peut changer de paradigme, de regard, de paradigme sur la manière dont nous voulons vivre dans un environnement, à partir de ce moment, les choses iront bien.
cette ouverture est une très bonne chose. Il faut qu'on continue et qu'on donne la possibilité à l'opposition de s'installer progressivement et qu'ils nous proposent leur projet de société et leur programme de gouvernement pour qu'on sache exactement où on va aller. Et c'est dans ça qu'il y aura le débat, dans la force des arguments, dans le choc des arguments. Avant d'arriver à ces propositions de programme, Pascal Affi-N'Guessan propose, je le cite, l'usage systématique et universel de la biométrie et du vote électronique. Vous pensez que cela est réaliste? Cela est possible pour organiser ces futures élections en 9 mois? Pour ces futures élections qui vont se dérouler dans 9 mois, je pense que ce n'est pas réaliste. Parce que là, cela nécessite d'abord une formation à la base, non seulement des électeurs, mais aussi de tous ceux qui vont organiser les élections. Donc ça va être un peu difficile. Je pense qu'il faut plutôt penser à faire cela dans les années à venir. Même aux États-Unis, hein, on pratique les deux. Avant les élections de 2010 en Côte d'Ivoire, on avait proposé cela, mais ça n'a pas tenu. Donc, qu'on reste dans la forme traditionnelle et que progressivement, peut-être qu'on testera ça avec les élections locales prochainement pour mixer, pour faire en sorte qu'on puisse tester que ceux qui peuvent voter à l'avance, hein, par exemple les hommes de l'armée, les personnes très âgées qui ne peuvent pas se déplacer, qu'on commence à tester et qu'on voit la fiabilité et ainsi de suite. Peut-être dans 5-10 ans, on pourra arriver à ça. Voilà. Nous allons passer à un autre sujet. Ils ne s'étaient pas rencontrés depuis 9 ans maintenant. Après plusieurs rencontres avortées, Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan se sont retrouvés la semaine dernière à Bruxelles. Information donnée par le secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, Isiaka Sangaré, proche d'Affi-N'Guessan. Les précisions de Salif Yalekwe. Pour la première fois depuis 9 ans, Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan se sont rencontrés à Bruxelles en Belgique. Ils se seraient vus 2 fois, le vendredi 3 janvier et le samedi 4 janvier, à la demande du président actuel du FPI, qui souhaitait exprimer sa solidarité à l'ancien chef de l'État, en liberté conditionnelle à Bruxelles. Les 2 hommes auraient commenté l'actualité nationale et la situation interne du FPI, selon un communiqué. Ce parti de gauche, fondé par l'ex-président ivoirien, est scindé en 2 blocs depuis juillet 2014. L'un resté fidèle au père fondateur et baptisé GOR, dirigé par Adou Assoua, l'ancien ministre en charge de l'environnement, et l'autre, dirigé par Affi-N'Guessan, reconnu officiellement par les autorités ivoiriennes. De passage sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne, en décembre, l'ancien Premier ministre Affi-N'Guessan affichait son optimisme quant à une éventuelle rencontre avec l'ancien chef d'État ivoirien. Vous verrez dans les jours à venir, dans les semaines à venir, avec l'évolution actuelle des choses, nous avons besoin les uns des autres. Je ne vois pas comment le FPI, d'Assoua-Dou, entre guillemets, peut gagner les élections sans Affi. Comment Affi aussi peut gagner les élections sans Je suis personnellement un partisan de ce qu'on appelle le fact-checking, c'est-à-dire confronter les faits donc, au discours. En 2015, notamment sur Nostalgie, vous déclariez « Laurent Gbagbo va me recevoir », c'est un scoop. On est en 2019, ça ne s'est toujours pas fait. Oui, mais vous savez que j'ai été jusqu'à Paris. Paris et Bruxelles, il y a quelques centaines de kilomètres. Ça veut dire que je suis en route. Vous êtes encore en route. Je suis en route. Le 21 mars 2019, un premier rendez-vous entre les 2 hommes avait été avorté. Après ce premier échec, Affi-N'Guessan avait annoncé lors d'un meeting à Adzopé en mai dernier que son parti fera son unité avant les élections présidentielles de 2020. Enfin, le dégel des relations entre Affi-N'Guessan et son mentor, Laurent Gbagbo, on le voyait venir. Oui, c'était obligatoire, surtout avec l'évolution des choses, comme lui-même l'a dit dans cet élément. Souvenez-vous qu'à cette époque, Laurent Gbagbo avait posé une condition à Affi-N'Guessan de démissionner de son poste de président du FPI, de reconnaître que c'est le président Gbagbo qui est le président. C'était un préalable. C'était un préalable. Il s'est arrêté à Paris, il n'est pas allé jusqu'à Bruxelles. Cette fois-ci, il y a eu une évolution. Celle qui est jusqu'à présent l'épouse légale du président Gbagbo, Mme Simone Yves Gbagbo, a fait une déclaration récemment pour dire, elle a osé dire que Gbagbo n'était pas la vision. Même si c'est la tête, ce n'est pas la vision. Mais quand elle le dit, elle le fait sciemment. Parce que... elle a des intentions. Elle a des intentions, mais elle règle aussi un problème, un contentieux familial, un contentieux amoureux, un dépit amoureux. Parce que vous savez qu'il est à Bruxelles avec sa 2e épouse. Et vous avez vu que les jours qui ont suivi, le président Gbagbo, on a des photos ont fuité du président Gbagbo avec son épouse Nadi. En réalité, on ne fait pas attention, mais derrière toute la machine du FPI,
il y a une personne qui se prépare sérieusement, c'est Mme Simone Iwe Gbagbo. Parce qu'elle a une revanche à prendre aussi bien... Elle se prépare à quoi? À la prochaine présidentielle? À la prochaine présidentielle, elle a joué un rôle. Même si elle ne sera pas candidate, elle va jouer un rôle. Parce que dans la politique, il y a aussi ceux qui font les rois. Et souvenez-vous, de l'arrestation du président Gbagbo en avril 2011 jusqu'à présent, même de toutes ces interventions-là, il n'a jamais prononcé le nom de Simone Iwe Gbagbo. Et pour elle, qui a été aux côtés du président avec tous les combats jusqu'au pouvoir, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à avaler, qui lui reste à travers la gorge. Donc, cette femme qui est sortie de prison et qui, depuis un certain temps, travaille son image, vous avez vu ses déclarations, elle va à l'église, elle essaie d'appeler à la paix, ainsi de suite. Elle se reconstruit une image parce que c'est une redoutable femme politique. Et cette femme va compter énormément et je pense que le président Gbagbo n'avait plus d'autre choix que de recevoir Pascal Affi-N'Guessan pour se rattraper parce que ça aurait montré qu'il est incapable de régler lui-même ses problèmes dans son propre camp et quelqu'un qui est incapable de régler les problèmes dans sa famille, comment peut-il prétendre venir régler les problèmes d'un pays, même s'il a déjà été à la tête du pays? Maman Idriss, c'est aussi votre avis? Oui, quelque part, parce que je peux dire qu'il y a un lien de causalité entre la montée en puissance de Simone Gbagbo et la réception d'Affi-N'Guessan par Laurent Gbagbo. Ça, c'est un fait. Mais ce qui est plus important ici, c'est de savoir qu'est-ce qui a été dit réellement au cours de cette rencontre entre Laurent Gbagbo et Affi-N'Guessan. Je crois savoir, selon les informations, que Affi-N'Guessan a fait profil bas, qu'il a demandé pardon à Laurent Gbagbo et qu'il aurait proposé un congrès pour un FPI unifié. Est-ce que justement cette rencontre va aboutir à la réunification des deux blocs, l'un porté par Affi-N'Guessan, l'autre porté par Assou Adou? Alors là se pose la question de la sincérité des partis qui se sont rencontrés. Est-ce que Affi-N'Guessan n'est pas dans une stratégie faire en sorte qu'il soit remis en selle au lieu du FPI et puis profiter des voix du FPI à la présidentielle? Est-ce que Laurent Gbagbo, comme il a dit, n'est pas en train de court-circuiter Mme Simone Gbagbo qui apparemment a des intentions pour la présidentielle à venir? Autant de questions. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cette affaire. Autant de questions pour quel objectif final? Mais l'objectif final, surtout pour Affi-N'Guessan, c'est le seul de l'opposition qui a bien appris comment on manœuvre dans la politique. En politique et dans toutes, même dans les entreprises, il y a deux voies de stratégie. Il y a la voie de Sun Tzu et la voie de Karl Clausewitz. La voie de Sun Tzu, c'est celle qui est pratiquée par ceux qui sentent qu'ils n'ont pas la puissance, la force, mais qu'ils ont l'expérience et qu'ils ont le dynamisme pour y arriver et qui rusent. S'il y a un congrès, Pascal Affi-N'Guessan va proposer au président Gbagbo d'être à la tête en attendant pour faire beau. Mais en réalité, s'il reste à la tête, c'est pour rester longtemps. Parce qu'il joue avec le temps et les Gbagbo et tous les autres sont finissants et il espère qu'en restant à la tête, il va récupérer ce qui lui manque parce qu'il a la légalité, mais il n'a pas la légitimité. Il a besoin de cette légitimité. C'est pour ça qu'il s'est battu pour rencontrer Laurent Gbagbo. Et à partir de ce moment, c'est Pascal Affi-N'Guessan qui est le seul dans l'opposition, y compris avec le PDC et tous les autres, qui joue une carte politique majeure parce qu'il se comporte comme un grand homme politique, parce qu'il a bien appris. Dans le cas où on arrive à un congrès, comme le disait Bamba Idriss, Pascal Affi-N'Guessan, son bloc, le bloc amené par Assou Adou, forme un seul bloc pour faire un congrès. Que deviendrait Simone Gbagbo? Mais Simone Gbagbo, c'est la reine-mère. Simone Gbagbo est très, très, très forte et elle est présente. J'ai entendu Mme Gbagbo et elle a expliqué comment ils sont partis d'un petit parti jusqu'à arriver au pouvoir. J'ai compris que cette femme était une redoutable femme politique. Mais seulement, quand elle est arrivée au pouvoir, avec les contingences, il y a eu des dérapages. Et aujourd'hui, avec le temps qu'elle a passé en prison, parce que vous savez, la prison aussi, ça vous permet de réfléchir, et de vous reconstruire et de vous renouveler. Elle a beaucoup compris et elle sait qu'elle a encore une carte à jouer. Et elle est là, dans le silence. Elle a encore toute sa carrière politique devant elle. Elle est encore jeune. Hein? Elle a encore toute sa carrière politique devant elle. Et elle manœuvre très, très, très bien. Il faudra la surveiller, il faudra la regarder de très près. Dans quelques années, vous me direz. Bamba Idriss, vous redoutez également les grandes qualités de femme politique de Simone Gbagbo? Ah oui, bien sûr. Comme il a dit, hein, c'est une femme qui est dans l'arène politique il y a de nombreuses années. Et je pense qu'elle joue sa carte maintenant. Hein, parce que Laurent Gbagbo, quoi qu'on dise, est encore sur le coup il est en liberté conditionnelle. Ce n'est pas évident qu'il soit là avant les élections de
d'octobre 2020. Donc, elle joue sa carte. Est-ce que vous pensez que finalement, le FPI va présenter un candidat à la prochaine présidentielle? Absolument. Oui. Qui serait-il, ce candidat? C'est Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan, c'est Pascal Affi-N'Guessan parce qu'il est bien placé, il a une bonne image, il a su se construire cette image. Parce qu'en réalité, il y a une question d'image. C'est lui qui renvoie une très bonne image pour l'instant. Même le président Gbagbo, il est populaire, mais vous avez vu, quand on l'a libéré, il y a eu des troubles. Les gens ne voulaient pas qu'il revienne. Il y a des troubles à Bobo. Ça veut dire qu'il ne renvoie pas encore sur l'ensemble de la population cette image cohérente. Parce qu'Affi-N'Guessan a eu le temps de collaborer, de montrer sa bonne foi, de progresser. Et le candidat idéal pour le FPI, c'est Pascal Affi-N'Guessan. Et c'est avec Pascal Affi-N'Guessan qu'ils peuvent, même s'ils ne gagnent pas, avoir un très bon score et revenir dans l'échiquier. Parce que pour l'instant, le FPI, malheureusement, ne pèse plus grand-chose sur l'échiquier. Parce qu'ils ont boycotté les élections, parce que seul à avoir été élu, je ne sais pas, ils sont 2 ou 3 ou 4, je n'ai pas les chiffres en tête. Donc, Pascal Affi-N'Guessan, c'est le meilleur cheval pour le FPI. Bon, Idriss. Moi, je n'irai pas dans ce sens. Pour moi, j'estime que ce qu'on appelle le GOR, les Gbagbo ou rien, c'est cela? Ou rien, n'accepteront jamais Affi-N'Guessan comme candidat du FPI. Ça, j'en suis convaincu. Voilà, pour avoir fréquenté quelques milieux du FPI, ce que j'entends, je ne pense pas que ce soit Affi le candidat du FPI. Quel FPI d'ailleurs? Un FPI unifié, ça m'étonnerait. Dans les deux cas de figure, au cas où on reste dans les deux blocs, le bloc géré par Affi-N'Guessan, le bloc emmené par Assou Adou, est-ce que les deux blocs présenteraient un candidat ou si finalement les deux blocs se mettent ensemble pour en former un seul, est-ce qu'il y aura un candidat à votre avis? Un candidat unique du FPI, possible, mais ça me m'étonnerait parce que, comme je l'ai dit, il y a une question de sincérité dans tout ce qui se fait. Mais il y a un début de rapprochement. Il y a un début de rapprochement. Mais les enjeux sont tels que je serais très surpris que le FPI puisse parvenir à sortir un candidat unique en 9 mois, à moins de 9 mois, pour aller à ces élections. Pourquoi vous êtes si pessimiste? Oui, parce que les enjeux sont, comme j'ai dit, sont énormes. Le Affi-N'Guessan, c'est vrai qu'il reconnaît Gbagbo comme son patron. Il aurait fait amende honorable. Mais Affi-N'Guessan ne veut pas lâcher prise. Ça, c'est clair. À quelles conditions? Et de l'autre côté, Laurent Gbagbo, qui est un fin stratège aussi, bien qu'étant de l'autre côté, mais pourrait présenter un autre candidat autre qu'Affi-N'Guessan. J'en suis convaincu. Vous pensez, Aristide, que Laurent Gbagbo, comme il le dit, pourrait présenter un autre cacique, un autre haut cadre du FPI, autre qu'Affi-N'Guessan à la prochaine présidentielle? Dans les starting blocks, on parle de Awa Domelo, on parle d'Assou Adou. Ce sera une erreur. Je vous explique pourquoi ce sera une erreur. Ce sera une erreur parce que la radicalité n'a jamais payé. Et quand il parle des Gors, il a bien dit, Bamba, ils ne vont jamais accepter. C'est être radical. Il faut, à un moment donné, faire la réelle politique. Je vous ai dit, il y a deux écoles de stratégie. Il y a celle de Sun Tzu et celle de Karl Clausewitz. Karl Clausewitz, c'est la brutalité. Tu as les forces, tu as les moyens, tu anéantis la force en présence. Aujourd'hui, le FPI n'a pas ces moyens. Donc, ce qu'il faut faire, ce qui serait mieux pour le FPI, c'est une proposition que je fais. Je ne dis pas que c'est ce qu'ils vont faire. Et je suis d'accord avec Bamba, que les Gors sont... Nous sommes sur ce plateau pour aider aussi les gens à prendre de bonnes décisions. Si vous voulez vraiment jouer un rôle et revenir, celui qui peut vous permettre de revenir dans le cœur des Ivoiriens, c'est Pascal Affi-N'Guessan. Ce n'est pas seulement présenter un candidat pour un candidat parce que nous avons la légitimité, nous avons la majorité, mais il faut être flexible à tous les niveaux et être capable de saisir au bon moment celui qui peut vous ramener dans le jeu politique. C'est ça qui est important. Le jeu politique, ce n'est pas la bagarre où on casse tout, où je ne suis pas d'accord, lui, là, je ne l'aime pas. Non, à un moment donné, il faut s'asseoir, nous ne sommes plus dedans. Comment on fait pour rentrer? Et Affi-N'Guessan est resté longtemps là sur place, il a collaboré avec le pouvoir. Dans tous les grands pays, des grandes démocraties libérales, le pouvoir exécutif a toujours un opposant reconnu, avec qui on parle, le chef de l'opposition. Avec qui on parle. Mais vous l'avez dit, il a la légalité, il n'a pas la légitimité. Mais c'est pour ça que justement la rencontre avec Laurent Gbagbo lui apporte la légitimité. C'est de ça qu'il avait besoin. Pas encore ou Mais déjà, le fait de le rencontrer, ils sont sûrs qu'ils vont se mettre ensemble. Hein. Et je crois que Gbagbo n'est pas un néophyte en politique. C'est un redoutable aussi en politique. Oui, c'est évident. Et donc, Gbagbo, avec le recul, il a dû jauger ses erreurs de ces derniers temps et il s'est rendu compte que pour sauver ce qu'il a créé lui-même, il faut
qu'il reparte, qu'il accepte son fils. Parce que Pascal Affi N'Guessan, c'est celui qui a suivi Laurent Gbagbo, qui était ingénieur, qui a tout sacrifié pour suivre le président Gbagbo. Il a même perdu son travail. Et c'est pour ça que Laurent Gbagbo, pour le récompenser, Pascal Affi N'Guessan a été son premier ministre. Et ensuite, il lui a donné la tête du FPI. Ce n'est pas un hasard, c'est son fils héritier. Donc, pour que le père, le fils se retrouvent comme ça, c'est pour sceller quelque chose de fort, pour revenir dans le jeu politique. Que les gars m'arrêtent cette histoire de la radicalité. La radicalité n'a jamais rien apporté. Alors, on en vient à cette annonce du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui prévoit des modifications de la Constitution. Modifications qui devraient avoir lieu dans le courant du premier trimestre 2020. Information donnée lors des échanges de vœux entre le président de la République et les corps constitués. On fait le point avec Salif Yalekwe et Harouna Zeba. La Côte d'Ivoire sera dotée d'une nouvelle constitution. C'est l'annonce faite par Alassane Ouattara qui recevait ce matin les vœux de différentes composantes de la société ivoirienne. Il s'exprimait face aux responsables des institutions de la République. Dans le courant du premier trimestre de cette année, je proposerai au Parlement des modifications de la Constitution de la Troisième République pour la rendre plus cohérente et tenir compte des observations que j'ai reçues depuis lors par le comité de rédaction de la Constitution. Alassane Ouattara a précisé que cette modification ne vise en aucun cas à écarter un potentiel candidat à la prochaine élection d'octobre 2020. Je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il ne s'agit pas de caler qui que ce soit. Comme je l'ai dit, tout le monde pourrait être candidat. Je viens d'avoir 78 ans, donc je ne compte exclure personne, y compris moi-même. La constitution ivoirienne, en vigueur, avait été adoptée le 30 octobre 2016 à l'issue d'un scrutin référendaire soldé par la victoire du oui à 93,42% du suffrage exprimé. Un scrutin qui a donné lieu à la Troisième République, mais boycotté par l'opposition, avec un taux de participation de la population ivoirienne à 42,42%. Changer la Constitution pour la rendre plus cohérente, quelle modification pourra intervenir dans cette Constitution? Il n'a pas encore dit, le président. Mais on comprend que ce qui est important dans ce que le président dit, c'est qu'il a ce souci de construire une société de valeurs, rendre cohérente, parce qu'il a reçu des remarques de ceux qui ont rédigé. Il tient compte de ça. C'est cette société-là que nous voulons. Quand on parle d'émergence, c'est quoi l'émergence? En 2012, je crois, il a accordé une interview à une chaîne concurrente, la RTI pour ne pas la citer, où on lui a demandé c'était quoi l'émergence. Il a dit, pour lui, l'émergence, c'est sortir le plus grand nombre de la pauvreté pour les mettre à un certain niveau de vie. C'est pour ça qu'il a travaillé sur la qualité de vie. Ensuite, c'est quoi l'émergence? C'est de quitter le déterminisme géographique pour être dans une sphère de la pensée proactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens reviennent dans un système où on reconnaît les valeurs, la vérité, la sincérité, comme dit Bamba, le travail. On lui dit, Monsieur le Président, nous avons rédigé cette constitution, il y a des choses incohérentes dedans, il faut qu'on la rende cohérente. Il dit, je tiens compte, on va modifier la constitution pour la rendre cohérente. C'est simple. Pourquoi, diante, en Afrique, on a toujours envie de suspecter les gens? Non, il fait que le travail qu'il a à faire en tant que président de la République, garant de la constitution, pour que cette constitution soit cohérente, pour servir tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Je rappelle, comme dit professeur Jean-Bernard Pinatel, les décisions des États sont déterminées par leurs intérêts permanents. Et ces intérêts permanents déterminés principalement par des facteurs d'ordre géographique, humain, économique et politique. Quand il prend cette décision, c'est parce qu'il veut que sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan humain, que la cohérence de cette loi fondamentale aille avec les aspirations du peuple ivoirien, tout simplement. Maman Idriss, vous pensez à quelle modification de la Constitution pour la rendre plus cohérente? Alors, comme a dit Aristide, le chef de l'État n'a rien évoqué pour l'instant, mais on pourrait penser à la modification de l'âge. Voilà, l'âge limite, pour l'âge plafond et plancher, pour être candidat. Ramener la limite d'âge? Voilà, ramener la limite d'âge, je pense que c'est important pour une bonne démocratie. Mais en même temps, moi, je vais aller au-delà. Cette modification de la Constitution annoncée par le chef de l'État
il faut d'abord souligner qu'il en a le droit. Il a le droit, il peut prendre l'initiative de réviser la Constitution. L'article 89 de la Constitution le stipule, sous proposition du Premier ministre, le chef de l'État peut faire des propositions pour une révision constitutionnelle. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais là où la question pourrait se poser, c'est la période, le temps choisi, le moment choisi. Certains analystes, à 9 mois de la présidentielle. Voilà, certains analystes, notamment aussi les opposants, estiment que pourquoi faire une révision à quelques mois de la présidence? Pour eux, il y a certainement anguille sur roche. Bon, ça c'est un point de vue. Bon, il a dit lui-même, hein, c'est pas pour caler un candidat, pour raconter ses mots. Je pense que le chef d'État a essayé de rassurer. Voilà, personne ne sera calé. Bon, on entend dans les faits pour voir les choses maintenant. D'où la limitation d'âge ne tient pas. Et même si on prend en compte la limitation d'âge, ce sera pour faire quoi? Si on bloque à un niveau où tous les doyens s'en vont et on bloque à un niveau où tous les jeunes n'arrivent pas, non, pas que tous les jeunes n'arrivent pas, où il y aura vraiment les jeunes, ce sera pour résoudre quel problème? Ce sera pour résoudre le problème où il a promis, après son deuxième mandat, qu'il faut qu'on laisse la place aux jeunes. Et il tient à ce que, et d'ailleurs dans son discours, il a dit aux jeunes, prenez votre destin en main. Parce qu'en réalité, si on tient compte de ce que vient de dire Bamba et qu'il applique dans la modification de la Constitution, ça va résoudre un véritable problème. Ça veut dire que tous ces tontons et tatas qui nous ont embrouillés toutes ces années-là, ils ne sont plus dans le jeu politique, y compris lui-même. Et à partir de ce moment, on aura une compétition avec des jeunes qui vont prendre la mesure des erreurs du passé pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Et à partir de ce moment, la compétition s'assène avec une nouvelle génération. Et je crois que c'est ça aussi l'émergence. Certains observateurs évoquent également la possibilité pour le chef de l'État de faire entrer dans la Constitution l'obtention d'un certain quota de signatures afin de se présenter à la présidentielle. Vous pensez que cela est plausible? Je pense même que c'est surtout ça. C'est surtout ça. Et d'ailleurs, dans le handball, quand il était en visite d'État dans le handball, il a même dit qu'il faudrait une caution très forte. Et il a même blagué avec l'ancien ministre Jean-Louis Billon en disant si on met à 500 millions, c'est Jean-Louis seul qui pourra payer. Mais il a pensé à 100 millions pour ne pas permettre qu'il y ait trop de candidats. Et il le dit pourquoi? Parce qu'il veut qu'il y ait très peu de candidats, justement parce que quand il y a très peu de candidats, chaque candidat a le temps d'expliquer son programme de gouvernement et son projet de société. C'est ça le plus important. Les gens vous disent, oui, j'ai eu le discours de tel, il y a eu tel nombre de vues. Ça, c'est regarder la société, la sphère politique ivoirienne sur le prisme déformant du hashtag à la mode sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas, on n'a pas d'électeurs virtuels. Les électeurs sont en Côte d'Ivoire. C'est aux Ivoiriens qu'on doit parler, aux Ivoiriennes, en leur disant, oui, on ne mange pas les routes, nous on va faire autre chose. Peut-être que vous n'allez pas circuler sur les routes, vous allez circuler peut-être en avion. À partir de ce moment, c'est quelque chose de nouveau que vous apportez. Oh, oui, on ne va pas mettre seulement la peinture sur l'université, mais nous, on va vous créer un cadre qui sera peut-être virtuel, on va vous enseigner à partir de la maison. Je dis n'importe quoi, mais qu'on vienne nous dire, à partir de maintenant, voilà, nous on veut vous amener. C'est ça le débat. Il ne faut pas qu'on quitte le débat pour nous dire, ah non, mon avion ne va pas plus décoller, oui, ça a décollé. Quand on est à ce niveau, on est dans la rumeur, dans les commentaires qui ne nous apportent rien, qui nous retardent. Il faut qu'on aille dans le sens où on est dans un champ politique et argument contre argument, programme face à programme, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas. Et donc, on fait adhérer les gens parce que la politique n'est pas pédagogique. C'est un champ de rivalité de pouvoir où on fait acte de leadership, on embarque les énergies dans son histoire. Bamba Idriss, oui. Demander aux candidats de mobiliser un certain nombre de signatures avant de se porter candidat, ou encore la disposition sur la caution à payer pour la présidentielle, c'est des éléments qui pourraient être vus à la faveur de cette modification constitutionnelle. Oui, pourquoi pas. C'est pas nouveau. Il y a des pays qui ont adopté ces systèmes-là déjà. Au Sénégal, en France, ça existe, le parrainage ou la caution aussi, le paiement de la caution. Mais il faut faire très attention quand même. J'estime que c'est important, mais dans la situation actuelle, il faut permettre quand même à tout le monde d'être candidat, comme le chef de l'État l'a dit. Mais pour moi, sérieusement, j'estime que la caution, par exemple, de 100 millions,
j'estime qu'elle est quand même élevée. Mais que dites-vous de ceux qui estiment justement qu'une caution à 20 millions, on l'a vu aux dernières élections, il y a des candidats qui ont été jugés par les Ivoiriens comme des candidats assez légers. Oui. Une caution de 100 millions viendrait justement éliminer, c'est une sorte de filtre. Oui. Donc c'est un constat, mais je pense que ce n'est pas au niveau de la caution. C'est les Ivoiriens. Je crois que les Ivoiriens doivent maintenant sérieux. Mais par quel mécanisme? Lire les programmes, sérieusement. Et puis bon, je pense qu'un candidat, un néophyte qui arrive, qui est candidat à la présidentielle, qui arrive, bon, écoute, les Ivoiriens peuvent tout de suite sanctionner. Tu n'es pas connu, tu n'as rien proposé aux Ivoiriens. Tu arrives, tu es candidat, tu payes les 20 millions, mais écoute, on ne te choisit pas, tout simplement. Tout simplement. Je pense sincèrement qu'il faut augmenter la caution pour donc permettre un filtre. Et mon sentiment propre de ma lecture et des discours, et comme je sais qu'il y en a qui sont cohérents dans leur démarche, ni le président Ouattara, ni le président Bédié ne veulent être candidats. Ils maintiennent un suspense. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous regardez bien l'évolution des choses, dans ma lecture, je peux me tromper, Bédié avait déjà son candidat. Et pourquoi? Pour ça, oui, il avait son candidat. Parce qu'il y a eu des rencontres, il y a eu des mouvements, il y a eu des agitations, il y a eu des déclarations de candidature, il y a eu des rencontres où, par exemple, Bédié Soroa à Daokro, ensuite déclaration de candidature et le mouvement d'ensemble. C'était un phénomène qui se mettait en place. Et comme le président Ouattara a compris ça, lui aussi, il a monté les enchères en disant tout le monde peut être candidat, y compris moi-même. Et comme ça équilibre. Mais en réalité, le président Ouattara, d'ailleurs, il a répondu à un confrère récemment en disant j'ai déjà travaillé 50 ans, ajouter 5 ans, ça n'importe quoi. Et vous, quand vous le voyez fonctionner, c'est quelqu'un qui estime qu'à partir d'un certain moment, j'ai fini de travailler, je dois me reposer. Et il est dans cette dynamique. Et son souhait, et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire, c'est de faire en sorte qu'en allant à cette compétition, qu'il n'y ait pas de casse, et pour qu'il n'y ait pas de casse, il faut faire en sorte que tous ceux qui peuvent apporter les casses, qu'ils se mettent d'abord tranquilles. Donc, je peux me tromper, ni le président Bédié, ni le président Ouattara, même le président Gbagbo, ne devraient être à cette élection. Mais seulement, comme on dit jamais, jamais, avec l'évolution des choses, à la dernière minute, s'il sent que de l'autre côté, il y a des gens qui se présentent, lui aussi va se présenter pour équilibrer les choses. Bon. Oui, non, ce qu'Aristide dit est tellement clair, mais je pense que le plus important ici, bon, je suppose que le chef de l'État, en voulant réviser la Constitution, si jamais il devait faire appliquer le système de parrainage, de signature, élever la Constitution à 100 millions, bon, ce n'est pas une nouvelle chose en soi, hein, ça je le dis, ce n'est pas une nouvelle chose en soi, mais j'estime que si on veut que tout le monde soit candidat, comme on l'a dit, il faut laisser en l'état ce qui est, c'est-à-dire les 20 millions. Voilà, tout simplement. Non, il faut qu'on élève la caution. Voilà. Et le président l'a dit en bol, il va augmenter la caution pour filtrer. Et vous savez, quand il dit, il le fait. Et c'est pour ça qu'il veut réviser. Mais il a dit que c'est une proposition pour l'instant. Hein. Oui, pour l'instant, ça reste une proposition, évidemment. Mais vous savez, c'est toujours l'exécutif qui impulse la dynamique. C'est clair. Et quand on a les manœuvres, quand on a l'Assemblée nationale, quand on a le... Merci beaucoup. Dans un instant, nous poursuivons le débat. Ce sera juste après la pub.